BFM Business, intégral placement, 100% placement. Deux experts qui sont là régulièrement pour débattre de grands thèmes patrimoniaux. Christian Fontaine en duplex pour le revenu. Bonjour Christian. Bonjour Cédric. Et en plateau, Stéphane Van Nuffel pour Net Investissement. De retour. Ravi de vous retrouver. Bonjour Cédric, pareil. Bon, vous nous proposez ce matin tous les deux de débattre sur la cagnotte. Et ouais, cette épargne forcée, 55-60 milliards d'euros qu'on aurait accumulé sur nos différents comptes bancaires, livrets d'épargne pendant le confinement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire de cet argent? Est-ce qu'il faut qu'on le consomme, qu'on l'épargne, qu'on l'investisse pour du plus long terme? Comment vous sentez les choses, Christian ? Alors, je vais peut-être vous surprendre pour étant le rédacteur en chef, en tout cas d'un journal qui traite des placements du patrimoine et de la bourse. Mais oui, il faut consommer, en tout cas, il faut trouver un juste équilibre entre l'épargne et la consommation. D'ailleurs, l'épargne, ce n'est jamais rien d'autre que de la consommation différée. Peut-être 2 ou 3 idées en introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. D'abord, les Français ont trop de liquidités, on le répète sans cesse. Mais d'après les dernières statistiques de la Banque de France, il y a quelques 530 milliards d'euros qui dorment aujourd'hui sur les comptes chèques des Français. 530 milliards d'euros. Ah, petit problème. On vous a perdu, Christian, momentanément. Ça y est, vous êtes rétabli. Alors, 530 milliards d'euros, c'est ce que je disais. Qui sont aujourd'hui sur les livrets, et surtout sur les comptes à vue non rémunérés des Français. 530 milliards d'euros, c'est quelques 35 milliards d'euros de plus qu'à la fin de l'année 2019. Et c'est quasiment 300 milliards de plus qu'il y a 10 ans. Donc oui, les Français ont trop de liquidités, surtout que bien sûr, il faut ajouter à ces sommes quelques 700 milliards sur les livrets défiscalisés. Donc je dirais, premier conseil en guise d'introduction, réduire les liquidités qui dorment et qui sont mal rémunérées autour de 3 à 6 mois de revenus. Deuxième idée, vous savez, il faut placer, je dirais, il faut être à l'aise avec ces placements. Donc vous avez une partie des auditeurs, des téléspectateurs qui sont plus à l'aise avec la bourse, d'autres avec l'immobilier, d'autres avec l'assurance vie. Tout dépend, les placements à privilégier dépendent bien sûr de votre horizon de placement, savoir du temps pendant lequel vous pouvez immobiliser votre argent et puis bien sûr de vos goûts. Et troisième idée, les Français ont un besoin de sécurité, d'où ces montants importants qui dorment sur les comptes chèques non rémunérés, et il faut y répondre, il ne faut pas les critiquer. Et je dirais que les injonctions qui consistent à dire à demander aux Français et à inciter les Français à aller en bourse, ça ne marche pas. Il faut, je dirais, leur offrir des solutions d'épargne avec des sécurités, sinon on débouche sur l'échec du PEA-PME. Donc voilà quelques idées pour camper le débat, Cédric et Stéphane. Stéphane, vous êtes quoi, plutôt cigale ou fourmi là? On dépense ou on thésaurise cette épargne forcée? C'est très important ce que vient de dire Christian. Avant de rentrer dans le détail, moi je donnerai une petite précision. L'investissement et l'épargne sont deux choses différentes. Ce n'est pas que de la rhétorique. Et ce qui est embêtant, c'est pas vraiment que les Français épargnent, parce qu'à la limite, si vous épargnez sur quelque chose d'utile pour l'économie réelle, ça a du sens. Pardonnez-moi. Mais le problème, c'est que si c'est sur du compte courant, évidemment, là, il n'y a pas d'efficacité économique. Et là, on prend les cours de seconde de tout le monde. C'est assez simple. Donc, c'est vrai que c'est hyper important ce que dit Christian, parce qu'il ne faut pas montrer du doigt les gens qui n'osent pas prendre d'ultra risques dans l'investissement boursier, etc. Il y a des choses avant qui sont beaucoup plus utiles et beaucoup plus basiques pour l'économie réelle, l'économie de quartier, l'économie locale. Donc, il ne faut pas montrer du doigt et il ne faut pas non plus complètement évacuer la notion d'épargne et d'investissement. Il ne faut pas consommer à tout va. Donc, pas de cigale, pas de fourmi. Il faudrait trouver un juste milieu. Est-ce que c'est le grillon? J'en sais rien. Mais enfin, il faut faire un petit peu des deux. Ça veut dire quoi? Enfin, je veux dire, il faut quand même qu'on soit concret ce matin et qu'on trouve des pistes d'investissement pour nos auditeurs, dire où est-ce qu'ils doivent mettre l'argent qu'ils ont mis de côté, qu'ils n'ont pas, entre guillemets, dépensé pendant cette période de confinement. Christian, des idées? Alors, deux idées ultra concrètes. D'abord, c'est les fameux vieux PEL. Vous savez, au revenu, on aime bien ce placement. Cette épargne logement qui est détenue quand même par plus de 15 millions de Français. C'est sans risque, c'est sans frais
et c'est bien rémunéré puisqu'en tenant compte de tous les PEL d'ancienne génération, d'après les statistiques de la Banque de France, le taux de rémunération moyen des PEL aujourd'hui est de 2,67%. C'est beaucoup mieux que tous les autres placements sans risque. Autre avantage de ces vieux PEL, c'est que beaucoup ont été commercialisés entre 2003 et 2015. Donc, ils rapportent aujourd'hui 2,5%. Si votre plan n'a pas atteint 10 ans, vous pouvez encore l'alimenter. S'il n'a pas atteint 12 ans, vous ne payez que les prélèvements sociaux sur ces intérêts. 0 impôt, même après 12 ans, si vous n'êtes pas fiscalité. Bonus du PEL, notamment les PEL d'avant mars 2011, votre banque, votre établissement financier ne peut pas vous obliger à le fermer. Ce sont des produits à durée de vie illimitée. Et on le rappellera, on ne le dit pas assez, le taux du PEL est le taux de votre PEL, celui que vous détenez, est un taux garanti à vie. Ce n'est pas comme le taux du livret A qui peut baisser. Alors vous allez me dire, forcément, il y a des bémols. Le bémol, c'est que si vous retirez 1 euro de votre PEL, vous êtes obligé de le clôturer. Ouais. Donc c'est pour ça qu'en pratique, l'idéal est d'avoir 2 PEL. Comme ça, en cas de vos besoins, vous pouvez en clôturer un, en conserver un autre ouvert. Deuxième placement, très rapidement, bien sûr, c'est la bourse. Alors c'est vrai qu'on dit c'est un poncif, la bourse est le placement le plus rentable sur le long terme. Alors c'est vrai, c'est un poncif, mais tous les poncifs ne sont pas faux. Et d'après les statistiques du revenu sur 30 ans, le CAC 40 dividende réinvesti, ça vous a rapporté 5,9%. L'or, ce n'est que 5,3%. L'assurance vie en euros, 4,7%. L'immobilier locatif à Paris hors loyer, 4,3%. Et le livret A, 2,6%. Alors c'est vrai, la bourse n'est pas un long fleuve tranquille. C'est pour ça que les grandes règles d'or pour gagner en bourse aujourd'hui. 1, on investit progressivement. 2, on internationalise son portefeuille. Et 3, on optimise impôts et frais. Cédric. Et on investit sur longue durée quand même. Ah bien sûr, on n'investit pas en bourse l'argent des courses. Au minimum, c'est la fameuse, on dit toujours il faut investir en bourse pour au minimum 5 ans. Moi, je vous dirais très franchement qu'il faut investir en bourse plutôt pour au minimum 10 ans. 5 ans, ça me paraît un peu court. Ouais, on gère pas ses liquidités sur son PEA. Stéphane. C'est exactement. Enfin, je rebondis exactement sur la dernière phrase de Christian. En fait, moi, je vais prendre le problème un peu différemment. Il faut, parce que d'abord, moi, je suis conseiller en gestion de patrimoine, donc j'ai des obligations, mon cher Cédric, à rappeler cela. L'important, c'est la durée qu'on donne à un investissement. C'est très difficile de répondre comme ça à qu'est-ce qu'on fait d'une épargne du jour au lendemain. Au-delà même de l'aspect, il faut connaître la situation de chaque client. Je pense que chacun des Français qui nous écoute et qui doit investir doit avant tout savoir quelle est la durée qu'il a devant lui. A fortiori en ce moment où il y a une grande notion d'incertitude économique, financière, voire même un peu sanitaire. Donc je donnerai trois familles simples. Si vous avez besoin de faire un investissement à très court terme, c'est-à-dire moins de 2 ans, évidemment, les livrets, les comptes à terme, c'est-à-dire cette épargne qui rapporte peu mais qui reste parfaitement disponible, y compris des vieux PEL où vous pouvez débloquer l'argent, tant pis, vous perdrez l'avantage après derrière, mais au moins, vous savez qu'à moins de 2-3 ans, vous avez cet argent qui travaille un tout petit peu. Alors vous avez un peu de spécificité pour faire du crowdfunding immobilier où les durées sont de 1 an, 1 an et demi, 2 ans avec un risque un peu plus élevé. Mais voilà, première catégorie, c'est le court terme. Court terme, c'est pas ce qui m'intéresse, qu'un vrai placement prend sa dimension dans le temps. Donc après, on pourrait faire plutôt du moyen terme. Là, évidemment, le placement qui vient à l'esprit, c'est l'assurance vie, parce que l'avantage fiscal optimisé de l'assurance vie commence après 8 ans et on est en plein dans une duration de moyen terme. Là, évidemment, diversification, possibilité fiscale. On a la possibilité de le garder à long terme, de faire des rachats même avant les 8 ans. Donc en fait, on a un vrai produit qui permet d'aller chercher du moyen terme intelligent et selon les différents profils d'investisseurs que l'on peut être lorsqu'on nous écoute aujourd'hui. Et puis, bien sûr, je vais enfoncer une porte ouverte, Cédric, encore plus aujourd'hui, comme je le redisais tout à l'heure, à long terme, l'immobilier. Ouais. Et l'immobilier, c'est dans le mot. Immobilier, ça veut dire immobiliser. On n'envisage pas l'immobilier avant de 7-8 ans. Et normalement, si on fait un investissement immobilier avec du temps, 10, 15, 20 ans, même si c'est un produit de rente pour la retraite, on prend pas de risque. Donc, je dirais plus, c'est pas vraiment le produit en lui-même, parce que là, on va pouvoir avoir une vraie liste large et longue à détailler. Aujourd'hui, c'est est-ce que vous voulez de l'argent disponible très court? Est-ce que vous voulez de l'argent qui est plus ou moins disponible à 7-8 ans
et qu'on pourrait garder à long terme, et là c'est l'assurance vie indéniablement, et si vous avez envie de consolider votre patrimoine à long terme, on part sur l'immobilier. Bon, malgré tout, assurance vie, bon, je vous entends, mais j'entends aussi les auditeurs qui auraient suivi nos conseils à tous il y a quelques mois, de dire oui, lâchons un peu le fonds en euros, mettons des unités de compte, et puis qu'ils se sont fait ramasser sur la première quinzaine de mars. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui, rapport à cette assurance vie, rapport à l'éternel débat, fonds euros, unité de compte, on se débarrasse des fonds euros, enfin, qu'est-ce qu'on fait, Christian ? Alors non, on ne se débarrasse pas du fonds en euros. Alors comptez pas sur moi ni sur le revenu pour critiquer le fonds en euros. Vous savez, l'assurance vie en euros, c'est 1300 milliards d'euros. C'est plus de 15 millions d'épargnants. C'est une somme équivalente à 50% du PIB. Oui, l'assurance vie en euros reste un bon placement pour tous les avantages fiscaux parce que c'est le placement sans risque qui rapporte le plus aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce n'est plus, je dirais, peut-être la référence ou en tout cas le placement qui est la réponse à toutes vos problématiques patrimoniales pour une raison très simple. Vous le dites, vous le répétez très souvent sur votre antenne parce que les rendements ne cessent de baisser. Et c'est vrai que l'année dernière, les fonds en euros ont rapporté environ 1,5% en moyenne. Et donc, à ce rythme-là, il vous faut quand même 48 ans pour doubler votre capital, alors qu'à 5%, il ne vous faut que 14 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si votre objectif, comme c'est l'objectif de bon nombre d'épargnants, c'est de se constituer un capital retraite pour augmenter vos revenus une fois en cessation d'activité, le fonds en euros ne peut plus être l'unique réponse, tout simplement parce que je dirais que les intérêts capitalisés ne vous permettront pas d'atteindre un capital suffisant pour disposer de 1 000, 2 000 ou 3 000 euros de plus de revenus par mois. Donc, oui, à l'assurance vie en euros, mais surtout à l'assurance vie en euros, il faut diversifier. C'est vraiment la clé aujourd'hui de la réussite. Alors, les diversifications, c'est en immobilier. Tout à l'heure, Stéphane en a un tout petit peu parlé. Ça peut être aussi la gestion déléguée, les fonds en euros. Dynamique. Le revenu préfère mettre en avant toujours, vous savez, c'est la fameuse stratégie, 60-40, 60% de fonds en euros et 40% plutôt d'UC, donc le nom des fonds d'investissement en assurance vie, des UC purs investis en actions internationales. C'est un tout petit peu le message à répéter ce matin sur votre antenne, sachant que si vous partez avec des hypothèses très conservatrices de 1% de rendement pour le fonds en euros et de 6% pour les UC, vous obtenez une performance, un potentiel de gain de 3% par an, ce qui fait quand même toujours 2 points de plus que l'inflation. C'est pas négligeable. On jette ou on jette pas ? Très on torpille ou on torpille pas ? Évidemment, c'est très difficile aujourd'hui, après ce qui vient de se passer sur les 6 derniers mois, de dire que les gens qui avaient concentré leur épargne sur le fonds euro ont eu tort. En revanche, il était simple de leur expliquer que l'année dernière, en 2019, sur l'année 2019, c'était le cas. Donc en fait, ce que vient de dire Christian, pour faire un très rapide calcul, aujourd'hui, un bon profil équilibré qui représente 80% de nos clients chez Net Investissement, clients en gestion de patrimoine, 50% de fonds euros, 50% unités de compte, dans lesquels on peut mettre des unités de compte très agressives, comme on peut mettre des SCI, des SCPI, qui sont des unités de compte finalement très du tout agressives, qui ont rapporté du 3,5 ou du 4, mais qui sont... Le calcul est très simple, L'année dernière, un profil équilibré en moyenne faisait 8%. Depuis le début de l'année, un profil équilibré fait à peu près 2%, puisqu'ils se sont un peu récupérés sur les 6 dernières semaines. Vous faites l'équilibre sur 24 mois, on a la réponse à votre question. Oui, il faut toujours garder du fonds euro pour avoir un fonds de portefeuille d'une garantie en capital. Et on ne va pas chercher de rendement sur ce support-là. Il faut mettre autre chose, donc on diversifie. Et on va être content si on tire le trait sur plusieurs années et qu'on ne regarde pas au bout de son nez, mois par mois. Lâcher la gestion court-termiste, sinon on ne fait pas de gestion patrimoniale. On n'est pas tous traders en fait. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux. On vous retrouve tout à l'heure. Stéphane Van Nuffel donc pour Net Investissement, Christian Fontaine pour le revenu. Il y a des questions d'auditeurs et vous serez là pour y répondre. Rendez-vous dans la dernière demi-heure. À tout à l'heure.